L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. On n'en sort pas. D'aucuns nous accusent d'être obsédés par l'identité. En ce cas, nous ne sommes pas les seuls. Ces jours-ci, l'actualité est véritablement obsessionnelle. Quand on devient français, on vit comme les Français et nos ancêtres sont gaulois. Cette petite phrase, Nicolas Sarkozy la prononce, semble-t-il, à chacun de ses meetings depuis plusieurs semaines. Mais c'est seulement lundi dernier à Franconville, en banlieue parisienne, que les journalistes présents ont compris qu'il tenait là une bonne petite polémique. Partout à tisse quel charivari. Tandis que dans les médias, les fact-checkers ou vérificateurs de faits, cher Alain, se mettaient en quête de sommité pour expliquer que non, nos ancêtres n'étaient pas gaulois, chacun y allant de ses aïeux burgondes, celtes ou arabes, nombre de responsables politiques de droite comme de gauche dispensaient leur leçon d'histoire à l'ex-président. Alain Juppé dénonçant aimablement en prime la nullité du débat politique et les incongruités de son adversaire. Alors on peut se demander s'il n'y a pas quelque mauvaise foi dans cette volonté farouche de ne pas comprendre que cette formule se référait à une appartenance mythique, pas à une vérité historique, avec à la clé un paradoxe que vous éclaircirez sans nul doute Alain Finkielkraut. Dans cette affaire, ceux qui croient défendre une identité ouverte, plurielle, heureuse, portent en fait, sans même s'en rendre compte, une conception ethnique de la nation. Alain Finkielkraut, vous dont les ancêtres n'étaient peut-être pas tous gaulois, vous nous direz si vous croyez pour votre part à la nécessité d'un roman national. Mais peut-être pour commencer cette émission, nous avons appris ce matin, quelques minutes avant d'entrer dans ce studio, la mort du rabbin Citruc. Est-ce que vous l'avez connu et est-ce que Je l'ai croisé, j'ai croisé le rabbin Citruc, mais je n'ai jamais eu l'occasion, si ma mémoire est bonne, de converser longuement avec lui, alors que j'ai pu le faire avec le rabbin Sira et évidemment avec Gilles Bernheim, oui, que j'ai côtoyé au colloque des intellectuels juifs. Donc oui, aujourd'hui, le monde juif est en deuil. Je partage ce deuil, mais je n'ai aucun commentaire personnel à faire. Mais vous avez pu entendre déjà ce matin Paul Henriette et ses invités qui en ont longuement parlé et qui l'évoqueront encore sans doute. Alors, passons donc aux Gaulois, cher Alain Finkielkraut. Le monde s'est indigné de ce que l'on est, j'ouvre les guillemets, convoqué l'historien Ernest Lavie, chantre du roman national qui officiait sous la Troisième République, comme si le pays n'avait pas suffisamment à faire avec les défis du XXIe siècle. J'ai pensé, cher Alain, que cette phrase était écrite pour vous ou peut-être pour vous enrager. Alors, j'aimerais pour commencer que vous soyez notre hussard noir et que vous nous rameniez en 1884, alors que la République triomphante invente l'école publique et que paraît Le Petit Lavis pour la première fois, manuel d'histoire primaire, qui a été réédité 50 fois jusqu'en 1950 et dans lequel on peut lire cette phrase. D'ailleurs, vous l'avez peut-être c'est la première, je ne sais pas. Il y a 2000 ans, notre pays s'appelait la Gaule et ses habitants les Gaulois. Et pardon pour ce, peut-être c'est la première. Oui, en effet. C'est dans le manuel d'histoire de France d'Ernest Lavie, qui fut la Bible des instituteurs et des écoliers de la Troisième République, qu'on trouve l'expression « nos pères les Gaulois », tout en précisant que notre pays a bien changé depuis lors et que nous ne ressemblons plus à nos pères. Lavie renversait ainsi la thèse ultra-aristocratique des deux peuples présentée au XVIIe siècle par Boulainvilliers. L'aristocratie descendante des Francs, et la plèbe, la foule gauloise. En disant « nos pères, les Gaulois », la République affirme son ancrage plébéien, son origine populaire. Ceux qui font aujourd'hui le procès de Nicolas Sarkozy ne savent pas de quoi ils parlent. Nos pères, les Gaulois, pour eux, ce n'est pas une formule de Lavie, dont, à part le journaliste du Monde, ils ignorent en général le nom. Il a été beaucoup cité dans la polémique. Oui, mais on a beaucoup cité aussi, oui, beaucoup ramené aussi la rhétorique
du Front National. Rhétorique raciste, car les Gaulois, dans la langue de Jean-Marie Le Pen, ou dans celle qu'on lui suppose, et aussi dans la langue des quartiers, Oui. désignent non le peuple, mais les Blancs. L'expression devient donc la formule de l'exclusion, puisqu'elle érige les faces de craie en propriétaires de la nation. Oui. On a pu remarquer d'ailleurs en quelque sorte cette symétrie et le fait que dans les quartiers aussi on emploie cette expression. Oui, c'est pour dire oui, parce qu'on l'a peu relevé, c'est pour ça que j'insiste dessus. Bien sûr, bien sûr. Ça très intéressant. Les Français sont les Français de souche, les Français blancs sont les Gaulois. Mais juste un mot sur un mot, si vous me permettez, c'est parce que moi non plus je ne savais pas grand-chose. J'ai toujours pensé que l'expression était nos ancêtres les Gaulois. Alors, donc vous m'affirmez que c'est nos pères les Gaulois. Ça n'est pas rien. La vis dit nos pères les Gaulois. Nos pères les Gaulois. C'est intéressant de les transformer. Ce n'est pas tout à fait un mythe, parce que la France, c'est la Gaule, et la Gaule était peuplée des Gaulois. Mais l'interprétation que l'on donne à cette expression aujourd'hui démontre, une fois encore, que la fameuse mémoire dont on nous rebat les oreilles est l'oubli de tout ce qui n'est pas Hitler. Ou plus précisément, car Hitler lui-même tente à devenir une abstraction de plus en plus lointaine, l'oubli de tout ce qui n'est pas le FN. La Troisième République est passée au profit et perte du combat contre la bête immonde. Les hussards noirs ne se distinguent plus des militants identitaires et la vis passe à peu près, pour chez ceux qui le connaissent, pour un blogueur de la fachosphère. Très à la mode en ce moment. Tandis que l'antifascisme accapare la mémoire, la diversité occupe tout le champ de la réalité. Oui. À Nicolas Sarkozy, Najat Vallaud-Belkacem a répondu, avec la morgue qui est devenue sa marque de fabrique, « Il y a parmi nos ancêtres des Gaulois. Il y a aussi des Romains, des Normands, des Celtes, des Burgondes, des Niçois, des Corses, des Franc-Comtois, des Guadeloupéens, des Martiniquais, des Arabes, des Italiens, des Espagnols. C'est ça la France. » Et son collègue du gouvernement, Stéphane Le Foll, tout aussi dédaigneux à renchéri, « La France, c'est un arbre avec des racines partout dans le monde. » Oh, mais oui, dans ces réponses, justement, je voulais vous faire commenter celle de Manuel Valls, parce que il lui a répondu de Dakar en disant « Si nous sommes français, ce n'est pas à travers nos origines, nos religions ou notre couleur de peau, c'est tout simplement parce qu'il y a une histoire que nous partageons. » Est-ce que ça ne veut pas dire exactement la même chose? Ça veut dire exactement la même chose. Donc, si nous partageons une histoire, il faut bien qu'elle commence quelque part et qu'elle commence par quelqu'un. Mais aujourd'hui, tout se passe comme si nous n'avions pas d'origine, ou plutôt, pourrait-on dire, notre origine n'est que le miroir de l'idée que nous nous faisons de l'actualité multiculturelle. Avec la diversité, le divers décroît, puisqu'elle ne veut voir qu'une tête, la sienne. On se rappelle, je l'ai dit la semaine dernière, qu'en guise de déclaration d'identité, les auteurs du livre, les Grecs, les Arabes et nous, oui, ouvrage collectif... La réponse à Guggenheim. Oui, qui était dirigé contre ce que les auteurs appellent l'islamophobie savante. Donc, en guise de déclaration d'identité, les auteurs affirment dans leur introduction que notre « nous » ne nous différencie de personne. Ce « nous » inclut les Grecs, les Arabes, les Latins, les Juifs et, ajoute-t-il, les autres, tous les autres. Nous, les composites, conclut-il triomphalement. Au récit national, si vous voulez, la bien-pensance
substitue la fiction du méli-mélo perpétuel. Oui, mais il est évident aussi que quand vous et moi disons nos ancêtres, nos pères, les Gaulois, et moi je l'ai encore dit à l'école, je suppose donc que vous aussi. Non, justement. Mais quand nous le disons, évidemment, nous savons que nous nous référons en partie à une fiction et que dans le fond, il y a beaucoup de Français qui n'ont certainement pas un seul ancêtre gaulois. Mais justement, d'ailleurs, la vis le dit aussi. Malika Sorel dit, si vous voulez, vous avez raison, la vis dit la même chose, mais Malika Sorel dit immigrer, c'est changer de généalogie. Oui, je pense qu'elle a raison. Et quand Nicolas Sarkozy dit ça, il dit c'est un programme d'assimilation. Oui. Alors moi, ma question est simple. Mais peut-être vous n'y répondrez pas tout de suite, mais je vous la pose quand même. Mais peut-être vous n'y répondrez pas tout de suite. Ma question est simple, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour l'assimilation? En effet, je ne peux pas y répondre tout de suite. Et d'ailleurs, je n'utiliserai pas exactement le terme d'assimilation. Ce que je constate d'abord avec cette fiction du méli-mélo perpétuel, c'est que les progressistes, qui ne jurent donc que par le métissage, donnent la main aux économistes qui s'impatientent des frontières et des obstacles à toutes les circulations, à tous les flux, car ils n'ont jamais affaire qu'à une matière humaine indifférenciée. Mais dans cette polémique, et là j'en viens à votre question, lentement, deux idées de la France se font face. Pour la première, la France est un pays que l'on rejoint. Et c'est ça que j'ai envie de dire, que l'on rejoint. Avant l'assimilation, c'est ce verbe-là que je voudrais utiliser. Pour les autres, la France est un pays qui se définit par la multiplicité de ses composantes. Alors, vous me demandez, vous impliquez, que moi-même, j'ai reçu un enseignement et j'ai appris à l'école que mes ancêtres étaient les Gaulois. Peut-être est-ce vrai, mais je ne m'en souviens plus. Je n'ai pas été élève sous la Troisième République, bien que très âgé. Donc, mais ce dont je me souviens, c'est d'avoir eu à traduire dans mes versions latines des extraits de la guerre des Gaules, exactement, de César. Et par la culture, qui m'était alors dispensée, mes ancêtres étaient les Romains. Voilà. C'est ça les versions latines. Mais moi qui suis les versions latines, vous dites je comprends. Vos ancêtres sont les Romains. Parce que quand on me faisait traduire la guerre des Gaules, on ne me demandait pas de m'identifier aux Gaulois, ni forcément à César. On me demandait de pénétrer les subtilités d'une langue dont le français était issu. Et puis, on m'a fait lire les classiques français. Et aucun professeur ne m'a dit, comme Maurras dans l'Avenir de l'intelligence, que parce que je suis juif, la beauté émouvante et simple de ce vers de Bérénice, lieu charmant où mon cœur vous avait adoré, me serait à jamais inaccessible. J'ai donc rejoint, avec admiration et gratitude, le pays de Racine, de Molière, de Marivaux et de Gérard de Nerval. Et vous avez ainsi, je vous pose une petite question, vous avez ainsi changé de généalogie, mais ce qu'on dit aujourd'hui, allez, laissez-moi aller au bout de ma question, ce qu'on dit aujourd'hui à l'encontre de la formule de Nicolas Sarkozy, c'est vous voulez nous faire oublier nos origines, nous sommes fiers de ce que nous sommes, et je voulais vous interroger là-dessus, c'est-à-dire comment change-t-on de généalogie? On ne change pas de généalogie. D'accord. On ne change pas de généalogie. Personne ne m'a demandé d'oublier mon identité, donc mon origine juive. Et elle m'était rappelée, bien entendu, à la maison, et je la consolidais, je l'approfondissais autant que j'en étais capable par les lectures, les voyages que j'étais amené à faire. Mais il est clair que je m'inscrivais dans une certaine histoire, que je le faisais par la langue, que j'apprenais à parler de mieux en mieux, par la culture
qui portait cette langue et par l'histoire qui m'était enseignée. Or... Et permettez-moi d'ajouter, ça n'est certainement pas par ça que vous avez été éduqué, mais dans le fond, j'ai aussi un peu appris du roman national par Astérix. Pardonnez-moi cette parenthèse. J'ai beaucoup lu Astérix, mais après. Si vous voulez, après. J'ai lu Astérix quand j'étais... À 30 ans. Ouais, à 30 ans, voilà. Quand il était trop tard. D'accord. J'ai beaucoup... Moi, ça a bercé mon enfance. Moi, je me répète sans cesse cette phrase d'Obélix que je trouve absolument merveilleuse, mais je ne sais pas si elle a rapport avec la généalogie. Il n'y a pas de gros ici, il n'y en a qu'un, et d'ailleurs il n'est pas gros. Bon, voilà. Alors on arrête, on ferme la parenthèse d'Astérix. Bref, mais en tout cas, j'ai été amené à rejoindre la France. D'accord. Rejoindre la France dans ce qu'elle avait de plus beau à offrir. Cette époque est révolue, personne ne rejoint plus rien, ni Vercingétorix, ni César, ni Racine, ni Corneille. Au nom de l'ouverture au monde, des défis du XXIe siècle, comme dit l'inénarrable journaliste du Monde, dans le cadre également de la lutte contre l'ennui engagée par Najat Vallaud-Belkacem, l'éducation nationale dénationalise aussi bien les Français de souche que les nouveaux arrivants. Et cela ne préoccupe pas les responsables politiques, ni les journalistes, et donc ça ne préoccupe pas les responsables politiques, car à l'instar d'Alain Juppé, ils ont le regard tourné vers l'avenir. Dans son tweet en réponse au discours de Nicolas Sarkozy, vous en souvenez, il disait « Et si on se tournait vers l'avenir ?» L'avenir... C'est Alain Juppé donc, qui disait ça dans son tweet. Ouais. Hein. L'avenir, donc, qui serait du numérique, des défis du XXIe siècle, de la mondialisation. Voilà ce que nous sommes invités à regarder. En vain, Simone Veil nous a-t-elle prévenu dans l'enracinement. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion de croire qu'il y ait là même une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder. Et nous ne possédons d'autres sèves, d'autres vies, que les trésors hérités du passé et digérés, recréés, assimilés par nous. De tous les besoins de l'âme humaine, il n'y en a pas de plus vital que le passé. J'ai déjà beaucoup fait usage de cette citation, mais j'y reviens toujours, j'y reviens sans cesse, car nous sommes aujourd'hui dépossédé, et Juppé, c'est la dépossession heureuse. Alors, il y a beaucoup d'historiens qui sont évidemment entrés dans la danse, dont l'inénarrable Laurence de Cock, qui a été abondamment cité par Le Monde et mobilisé par Le Monde pour lutter contre le fascisme dont vous avez parlé, mais tout de même, il y a les Gaulois s'érancent. Oui, les Gaulois s'érancent, bien sûr. Les Gaulois s'érancent. Oui, voilà, c'est la gauche olfactive refait, refait surface, mais tout de même, est-ce que il n'y a pas une question qui se pose sur le rapport entre le mythe et la réalité? D'accord, parce que peut-être que la France n'est pas ce méli-mélo qu'on veut nous faire croire, mais effectivement, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle le roman national. Est-ce que la question de la vérité doit être convoquée ici sans cesse? Je pense que la fiction est dans le mélange de toujours, dans l'idée que la diversité a été, si vous voulez, la caractéristique première de la France, qu'elle est à la fois son passé, son présent et son avenir. Et je pense que dans le récit national, je ne parle pas de roman, dans le récit national, il y a quelque chose en effet comme une histoire de France, donc une histoire, c'est pas un discours, une histoire, ça se traduit par un récit. Dans le récit national, la Gaule a sa place. Alors, il y a peut-être eu aussi des hommes préhistoriques. Il faut faire sa place à la grotte de Lascaux, bien sûr. Mais la Gaule, ça a été un moment peut-être inaugural de l'histoire
française. Et l'autre jour, au téléphone, vous avez employé une expression que j'ai trouvée très jolie quand nous discutions de ça. Vous m'avez dit, mais nous, ce que vous venez de le dire en quelque sorte avec cette idée de rejoindre la France, vous avez dit, mais nous, nos ancêtres, très bien, nous les offrons à tout le monde. Bien sûr. Alors là encore, je ne veux pas, si vous voulez, mais ce qui serait gênant, ce serait de se focaliser sur cette notion de Gaulois, sur cette origine. La France, pays à rejoindre, n'est pas simplement la France de Vercingétorix ou de la bataille d'Alésia. Mais il est clair et dans les propos de Nicolas Sarkozy, c'était absolument évident qu'il s'agissait bien entendu d'une proposition faite à tous. Et même aux Français de souche, puisque précisément, ils ne sont pas de souche gauloise. Donc voilà, et cette proposition, elle est aujourd'hui refusée, traitée avec un incroyable mépris, mais contrairement à Alain Juppé, je pense que si on continue à se détourner du passé de la France, si la France cesse d'être définie comme une nation à rejoindre, alors on va vers la guerre civile. L'alternative... Vous voyez, vous avez répondu à ma question avant que je la pose. Ben c'est très bien. Voilà. L'alternative à l'identité commune oui. et à toutes ses composantes, c'est la guerre des identités. Et là, bien sûr, il faut revenir nous en avons dit un mot la semaine dernière, au sondage, à l'enquête de l'Institut Montaigne, c'est pas un sondage, publié par le journal du dimanche, une enquête qui se voulait rassurante et qui est angoissante, puisque 28% des musulmans interrogés plébiscitent le port du voile intégral, approuvent la polygamie et affirment la préséance de la loi islamique sur la loi républicaine. Et permettez-moi d'ajouter juste que parmi les 60% ou 70% restants dont on nous a dit qu'ils étaient bien intégrés, une écrasante majorité plébiscite le port du voile bien tout sûr. court. C'est ce que je veux dire aussi. 60% pensent que les filles doivent avoir le droit de porter le voile au collège et au lycée. 80% estiment que les enfants doivent pouvoir manger halal dans les cantines scolaires, 48% qu'on devrait pouvoir affirmer son identité religieuse dans l'entreprise, sur le lieu de travail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, religieux et islamique tendent à devenir synonymes. C'est-à-dire, on vous dit, des enquêtes prouvent que on affirme l'identité religieuse est de plus en plus présente sur les lieux de travail. C'est pas l'identité religieuse, c'est l'identité islamique et une forte proportion de musulmans de France pousse dans ce sens. Oui, mais donc je dis là pour le coup c'est notre culture républicaine qui nous fait dans un sondage où parler d'identité religieuse. C'est l'universalisme en quelque sorte. On ne peut pas. Dans les sondages c'est l'universalisme, mais dans les commentaires, c'est plutôt l'euphémisation et on tente à accepter cette idée que religieux et musulmans, ça veut dire la même chose, si vous voulez. Donc, il va y avoir, pour dire arabo-musulman, il va y avoir populaire, et pour dire religieux, et pour dire musulman, il va y avoir religieux. Mais il n'y a pas longtemps, il y a une couverture de magazine ou de journal, je ne sais plus, disant ça, parlant des problèmes du fait religieux à la RATP. Voilà, c'était très drôle. Le fait religieux et à la RATP. Et vous voyez, voilà. C'est aussi parce que le mot quartier populaire, aujourd'hui, ça veut dire quartier occupé principalement par des immigrés ou des enfants d'immigrés ou des petits-enfants d'immigrés du Maghreb et d'Afrique, que on oublie totalement l'origine populaire de la référence gauloise, puisque le mot est pris, et le mot est pris ailleurs. Je dis simplement, pour conclure, qu'à ce défi terrible du séparatisme, voire de la guerre ou de la haine entre les identités, la dénationalisation en marche, dont la
petite affaire Sarkozy est un des symptômes, eh bien cette dénationalisation en marche me semble être la pire des réponses possibles. Merci en tout cas pour nous avoir éclairés, pour nous avoir rappelé aussi que les Gaulois, l'origine populaire de ce terme, je voulais vous faire parler de la France fraternelle de François Hollande. Vous avez un mot à en dire rapidement, mais vraiment. Le mot ne me gêne pas parce qu'il parle d'une fraternité de destin. Et je trouve qu'il faut insister sur ce mot de destin. Oui, la France se vit aujourd'hui moins tant comme un projet grandiose que comme une communauté des destins, face aux menaces qui pèsent sur elle, face aux attaques dont elle est l'objet, mais justement, de quoi ce destin est-il fait? François Hollande refuse de parler d'identité. Ce destin, c'est aussi un monde que nous habitons, une histoire qui devrait nous être commune. Oui, et il y a aussi cette drôle de phrase tout de même qui m'a frappé. Il dit que ce qui fédère l'extrême droite, c'est le rejet d'une religion qui veut imposer ses règles, ses façons de s'habiller ou de se nourrir. Ben oui. Vous ne vous sentez pas d'extrême droite tout d'un coup? Non, mais et ce qui est curieux, c'est qu'il dit deux choses en même temps. Oui. C'est-à-dire que il ne faut pas rejeter cette religion, en quoi il a raison, mais il ne faut pas non plus qu'elle nous impose son mode d'être et sa façon de considérer le monde. Bon, eh bien, très bien. Merci, cher Alain Finkielkraut, pour tous ces éclairages. D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio-rcj.info. Eh bien, nos condoléances, évidemment, aux proches du rabbin Citruc et bonne semaine à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.